Et voilà, le docteur est installé sur le plateau de la matinale. Avec beaucoup de plaisir, on vous reçoit. Bonjour docteur. Bonjour Alix. Alors, on parle aujourd'hui de guérison. Ça fait déjà plaisir parce qu'on sait qu'on va sortir de quelque chose de difficile. La guérison des blessures intérieures. Déjà, on a essayé de déceler l'injustice et la trahison. Comment se fait le masque déjà de l'injustice? Le masque de l'injustice se présente sous la forme rigide en fait. Celui qui se sent victime d'injustice est très rigide dans sa façon de se tenir. Il ne bouge pas beaucoup des lignes. Il est intolérant avec les gens et il n'admet pas beaucoup de fantaisie. C'est quelqu'un qui est assez radical sur les bords, en général. C'est ce qu'on peut dire. D'accord. Alors, coach, comment asseoir même le contexte de l'injustice? Comment quelqu'un peut se dire que je suis victime d'injustice? Ça découle de quel fait? Il y a plusieurs événements de la vie de quelqu'un qui peuvent l'emmener, par exemple, à ressentir une sorte d'injustice. Ça peut être, prenons au plan professionnel, au plan familial, au plan social, etc. Au plan professionnel, par exemple, quelqu'un peut se sentir, quelqu'un peut savoir, il peut se savoir compétent pour beaucoup de choses et puis il peut être victime, par exemple, de non-promotion et tout. Et pendant que lui, qui est par exemple très diplômé, qui a beaucoup d'expérience, beaucoup d'ancienneté, est toujours dans la même position. Il y a des plus jeunes, par exemple, en termes d'ancienneté, il y a des moins diplômés que lui, par exemple, qui sont promus à des postes parce que peut-être ils auraient des accointances avec ceux qui norment, etc., etc. Donc, ça, par exemple, ça peut créer un sentiment de frustration lié à l'injustice ici. Donc, voilà, comment est-ce que l'injustice peut naître, par exemple, dans le milieu professionnel? Et quand ça naît là, ça affecte toute la vie. La vie familiale, la vie sociale, la vie à tous les niveaux. Et donc, ça, c'est au niveau professionnel. On peut vivre l'injustice au niveau de la famille aussi, par exemple. Oui. Il y a des situations qui peuvent se présenter où on a le sentiment d'être brimé ou alors on a le sentiment d'être lésé par rapport à d'autres personnes. Par exemple, quand on se retrouve entre frères, dans la fratrie, quelqu'un peut, par exemple, penser qu'il a des droits auxquels il n'arrive pas à accéder. Et ces droits-là sont, par exemple, concédés par exemple, à plus jeunes ou bien alors à moins méritants, etc. Donc, en général, il y a toujours ce sentiment-là qui naît du fait qu'on a droit à quelque chose qu'on n'a pas. C'est toujours ça. Quel que soit le lieu où on se trouve, on se dit, j'ai droit à une chose, et puis finalement, cette chose qu'on s'est dit avoir droit à, on ne l'a pas. Et donc, ça crée forcément des frustrations liées à l'injustice. Et pour pouvoir faire la distinction, hein, par exemple, dans un autre cas où quelqu'un serait victime de propos diffamatoires, ça crée aussi un sentiment d'injustice. Absolument. Ou absolument. Au cœur de témoignages mensongers, de quiproquos. Exactement. Ça peut. Parce que le fait est que, par exemple, si c'est par exemple des propos mensongers, on sait qu'on n'a pas dit quelque chose et quelqu'un nous accuse de l'avoir dit et ça nous porte préjudice quelque part. C'est le préjudice qu'on ressent qui fait que le sentiment d'injustice naît. Et ça fait qu'on est inconfortable avec soi-même et on est amer avec les autres. Ah justement, comment se déclinent les comportements de quelqu'un qui est victime d'injustice? En général, il a tendance à accuser tout le monde, en fait. Il accuse tellement les gens. Il a été accusé, donc il accuse, ou il a été au cœur de l'injustice? Absolument. Donc, le fait d'avoir été accusé, ou alors le fait d'avoir été brimé, ou alors le fait d'avoir été frustré, ça l'amène à adopter la même posture sans le savoir. C'est pas qu'il a envie de frustrer, ou alors de brimer, mais lui aussi, il se met à brimer, à frustrer sans le savoir. Et c'est ça qui crée le problème, en fait. Parce qu'à force de le faire, à force de mettre les gens au rebut, à force de brimer les autres, etc., les autres aussi finissent par le brimer davantage. Et on est dans un vase clos, on est dans un cercle vicieux, dans un rond de jambes, d'où on ne sort pas facilement. C'est pour ça qu'il faut que les gens se rendent compte de ce que l'injustice est un sentiment qui est nocif pour la personne qui se sent victime d'injustice. C'est vrai que ça devrait, c'est nocif pour la société, mais c'est davantage nocif pour la personne elle-même. Parce qu'elle se détruit, comme toutes les autres blessures émotionnelles d'ailleurs. Ça fait, on se détruit soi-même. Parce qu'à force de penser qu'on est victime d'injustice, il y a des initiatives qu'on ne prend plus. Parce qu'on se sent dévalorisé. On se dit, par exemple, je suis à tel poste, les moins méritants que moi sont promus, moi je suis toujours au même niveau, ça ne sert à rien de me bonifier, oh c'est fini pour moi et tout. Et on reste dans cette posture-là et on n'avance pas en fait.
Mais qui est le plus perdant? C'est soi-même. Voilà. Et donc, c'est d'adopter de nouvelles postures. Vous savez, la guérison en matière de blessures émotionnelles, c'est une question de fréquence. C'est-à-dire qu'il faut être sur une nouvelle fréquence. On avait été sur la fréquence, par exemple, de l'injustice, de l'échec, etc. Maintenant, il faut qu'on se reprogramme. C'est en cela qu'en matière de psychologie, on parlait de programmation neurolinguistique. Oui, les PNL. Il faut qu'on se reprogramme le cerveau. Je suis victime d'injustice à mon boulot. Par exemple, les gens ne me promeuvent pas. Ben, moi, je peux créer une entreprise où je me promouvoir moi-même. Nous, on continue notre marche vers la guérison des blessures internes avec le docteur Joe Frédéric Zabi. Et un autre invité nous a rejoint, monsieur Oro-Éric Zegou. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Alors, vous êtes sur ce plateau ce matin pour témoigner de ce que les blessures intérieures causent effectivement des problèmes. Vous, dans votre cas, quelle a été la difficulté? C'est quelle blessure que vous avez ressentie? Déjà, la première difficulté que j'ai ressentie a été l'abandon, oui, le rejet. Ce sont des choses qui m'ont beaucoup affecté. Voilà. Donc, je le dis ouvertement, il m'a fallu prendre contact avec l'émission Matin Bonheur sur les interventions de Dr Zabi. Et les effets ont eu des répercussions très, très relatives à ma bonne santé aujourd'hui. D'accord. Il y a un fait très important, docteur, dans son récit, c'est la conscience. Il y a une prise de conscience. Il faudrait prendre conscience d'abord qu'on est victime ou on est sujet à une blessure intérieure. En général, les gens vivent des blessures. Ils savent qu'ils sont blessés, mais c'est une idée qui est diffuse dans leur esprit. C'est pas clair. Jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un mette le doigt sur le problème. Et on se dit, waouh, là, ça y est, je pense qu'on peut amorcer le processus. D'accord. Et dans votre cas, M. Zegou, comment cela s'est opéré? C'est lors d'un passage du docteur Zabi ou vous-même, dans votre vie de tous les jours, vous avez constaté qu'il y a quelque chose qui n'allait pas? Oui, bien entendu, il y a des indicateurs. Moi, je pense que c'est au niveau des indicateurs que je m'en suis rendu compte. Quels ont été les indicateurs? D'accord. Je vais d'abord expliquer d'où la douleur est venue, bien si sûr, possible. L'origine. Voilà, l'origine. Voilà, déjà très jeune, je vivais avec papa et maman, comme on le dit. C'était très affectueux. Et à l'âge de 10 ans, je crois, une fois revenu de l'école, papa était parti. C'est la personne que j'admirais le plus. Et j'ai eu le sentiment tout au long du reste de ma vie qu'il ne m'avait pas aimé, je vais le dire ainsi. Parce qu'il était avec une autre famille, avec d'autres enfants. Donc, déjà, ce problème-là faisait un blocage dans mon esprit. La personne que j'aimais le plus m'avait quitté. C'est comme ça que Du coup, moi, je n'avais pas confiance. Peu importe le type de relation, que ce soit au travail, que ce soit dans... Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr, voilà. dans la vie amoureuse, affective amoureuse, c'était hyper compliqué jusqu'à ce que quelqu'un me dise ouvertement, et tu crois que ne pas faire confiance en toute chose t'aidera à être une meilleure personne. Vous voyez, dès qu'on vous lance ceci au visage, vous êtes obligé de prendre conscience qu'il y a un problème à votre niveau. Si c'était au niveau d'une personne, ce serait bien, mais c'était dans tous les compartiments de ma vie. Et ça a été comme ça pendant longtemps. Donc il y a eu la source du problème du rejet de l'abandon avec le départ du père. Et il y a eu également le déclic de la prise de conscience par cette personne qui vous a interpellé sur votre manière de ne pas faire confiance. Alors docteur, dans ce cas précis, on va dire que bien heureusement, il y a quelqu'un qui a mis le doigt là-dessus. Mais quand on ne sait pas, on ne prend pas conscience, qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on encourt? Quand on ne prend pas conscience, on pourrit l'ambiance autour de soi. Par exemple, comme il a dit, il n'a pas confiance dans les gens. S'il s'est dit, peut-être qu'à tout moment, on peut me lâcher comme mon père m'a lâché à un moment donné. Donc là, il peut commencer une relation, être très sérieux et sincère dans la relation, mais ça ne va pas aller jusqu'au bout parce qu'il n'a pas confiance. Et à force de ne pas avoir confiance, celui qui est en face, il s'est dit, mais attends, parce qu'il voit que vous n'avez pas confiance. Et la personne ne voit aucune raison. Donc la personne s'est dit, j'aurais beau faire les choses comme il veut, il n'est jamais satisfait de rien, ça ne vaut pas la peine. Et puis la personne peut décider de mettre fin à la relation, ou bien c'est lui aussi qui peut décider de mettre fin à la relation. En gros, quelle que soit la blessure, je l'ai toujours dit, c'est à nous que ça nuit en premier. Parce que ça pourrit tout autour de nous, ça pourrit tout dans notre vie. C'est comme de l'acide qu'on dépose quelque part. Dès que l'acide est déposé sur une matière, elle est corrosive. Pardon, il est corrosif, il commence à détruire ce sur quoi il est posé.
C'est pareil que la blessure. D'accord. Alors, M. Zegou, le docteur a vraiment exposé sur les conséquences. Et vous, de votre expérience, quelles ont été les conséquences que vous avez subies ou vous avez vécues? Ou faire subir aussi aux autres, hein? Déjà, j'ai fait souffrir beaucoup de personnes dans mon entourage. De quelle manière? Vous n'avez pas strangulé quelqu'un? Non, Dieu merci. pas jusque-là. Je prends un cas très précis. Déjà, dans les rapports de travail. Vous savez, quand vous êtes responsable dans une entreprise, vous avez besoin d'avoir confiance en votre équipe qui, elle aussi, a confiance en vous. Lorsqu'une équipe se démène, se débat pour vous apporter des résultats que vous attendez, et que pour un seul détail, vous arrivez à les mettre dehors ou à leur tourner le dos, juste parce que vous estimez que, quoi qu'il en soit, c'est des personnes qui peuvent vous lâcher du jour au lendemain, ça détruit le relationnel. Et ces mêmes personnes-là, quand elles se retrouvent dans d'autres situations, elles sont quand même obligées de dire à mon entourage, non, celui-là, ça ne sert à rien de bosser avec lui, parce que c'est ci, parce que celui-là. On se taille une mauvaise réputation finalement. Sincèrement, ça a joué beaucoup sur les qualités, non seulement de mon travail, des résultats que je devais apporter. Et c'est pareil, même dans les relations amoureuses que j'ai eues. Je reconnais en avoir perdu 3, quand même, hein, où j'étais vraiment accroché à ces personnes. Mais peu importe l'effort que ces personnes-là faisaient, à un moment donné, il y avait un déclic. Il y avait un truc qui faisait que, voilà, je ne peux pas me surpasser. Et pendant ce déroulé-là, est-ce que vous en aviez conscience que vous étiez à la base de ces échecs? C'était difficile de prendre conscience. En général, c'est lorsqu'il y a l'échec. On est dans le déni? Je ne dirais pas le déni, mais je dirais plutôt on est dans l'inconscience totale du comportement à l'instant T. Mais lorsque la conséquence est lourde, qu'elle a des répercussions sur vous, parce qu'en tant qu'être humain, le rapprochement avec d'autres personnes vous permet en fait d'avoir certains types de sentiments, un certain équilibre. Quand vous perdez ces personnes et qu'après vous vous rendez compte que ce sont les mêmes reproches, à chaque fois, forcément ça coince. Vous avez mal. Vous perdez en relation, vous perdez des personnes que vous aurez pu garder, vous perdez des personnes qui ont fait plein d'efforts pour vous, vous perdez tellement de choses. Voilà, même dans le travail, c'est ce que j'ai dit, c'est compliqué. Des gens refusent même de travailler avec vous, simplement parce qu'elles se disent que ça ne sert à rien de me fatiguer sur tel projet avec un tel responsable, c'est compliqué. Et docteur, on revient toujours à cette donnée-là qui est le cercle vicieux. Finalement, on reproduit le modèle auquel on voulait se soustraire ou le modèle qui nous a rendus victimes. Parce qu'on blesse les autres et on les rejette. Exactement, exactement. C'est pour ça qu'il faut que chacun le sache. Nous tous, autant que nous sommes, nous avons été blessés quelque part. Il faut pouvoir marquer une pause. Il faut pouvoir s'analyser. Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Il faut pouvoir faire la lumière sur ces choses-là. Donc, quand vous faites la lumière sur ces choses, vous savez que mon histoire n'a pas été une histoire ordinaire. L'histoire de tout le monde, vous le savez. Vous devez vous arrêter sur ça. Pas pour que vous ressassiez cela, mais vous arrêtez pour justement faire un dépistage sérieux. Dans son cas précis, mon père, il est parti. Qu'est-ce qui m'a fait mal, véritablement? Qu'est-ce qui m'a fait mal? Il faut qu'il réfléchisse, qu'il aille au fond de lui-même pour voir le détail précis qui, dans leur relation avec son père, lui a fait mal. Et puis, deuxièmement, il faut qu'il aille au pardon. C'est-à-dire qu'il faut qu'il se débrouille pour trouver des excuses à son père. Même si ce n'est pas un exercice facile. J'allais vous le demander, parce que ce n'est pas un exercice facile, ce n'est pas de son fait. En plus, quand on est en face de la personne responsable qui est censée nous aider, nous orienter, qui nous lâche comme ça, d'une certaine manière, comment trouver les ressources pour excuser la faute de l'autre? D'abord, il faut mesurer l'enjeu. Pourquoi est-ce que je dois l'excuser? Parce qu'en ne l'excusant pas, je me fais mal. Et comme je n'ai pas envie de me faire mal, je suis obligé de lui trouver des excuses. C'est la meilleure façon pour moi de pouvoir guérir d'une blessure. C'est pas se mentir à soi-même. Non, pas se mentir à soi-même. C'est un exercice qu'on a appris à faire depuis le lycée. Par exemple, on nous donne un sujet et puis nous, on fait l'effort de nous mettre à la place de l'auteur pour trouver des arguments qui auraient pu le pousser, par exemple, à défendre une thèse. C'est le même exercice. Mon père m'a abandonné. Ce n'est pas quelque chose que moi, je serais prêt à faire. Ça, c'est clair. Ce n'est pas quelque chose qui est bien parce que chaque enfant a besoin de son père. C'est vrai. Il est condamnable. C'est vrai. Il y a des arguments qui peuvent pousser à ce qu'on le mette à la croix. C'est vrai. Mais je me dis, OK, comme j'ai besoin de guérir,
il faut que je lui trouve des excuses. Pas que j'aille forcément vers lui pour qu'il lui me donne ses excuses, parce qu'il peut ne jamais le faire. Et si j'attends ça, je risque d'être déçu. Donc, je peux me mettre dans sa peau. Si j'avais été le père d'un enfant que j'ai dû laisser peut-être à 5 ans, 6 ans, et puis je suis parti, qu'est-ce qui aurait pu justifier ça? Peut-être que je n'avais pas assez de moyens et je n'avais pas assez d'écran pour pouvoir affronter la difficulté financière et matérielle dans laquelle j'étais. Je ne pouvais pas assumer, etc. Donc ça peut peut-être être injuste, quand bien même ça ne l'est pas. Ça peut être injustifié. Donc, moi, le fils, je me mets ça dans la tête. Je me dis, bon, ben, certainement, peut-être qu'il a dû être dans un certain inconfort matériel et financier à un moment de sa vie. Peut-être que les circonstances de sa vie à lui n'ont pas permis qu'il soit avec nous. Peut-être que sa relation avec notre mère n'a pas pu être beau fixe au point que, c'est-à-dire, vous lui trouvez des excuses. Et c'est en lui trouvant ces excuses-là que vous pourrez facilement lui pardonner. Alors, M. Zegou, aujourd'hui, où en êtes-vous concrètement vis-à-vis de ces difficultés-là? Heureusement, vous en avez pris conscience. Vous êtes aussi apprêté pour pouvoir en sortir. Quel est l'état des lieux actuel? Je me sens bien. Je me suis réconcilié avec mon père parce que d'abord, je lui ai trouvé des excuses. Ensuite, il s'est rapproché. L'an dernier, parce qu'il vit à l'intérieur, donc l'an dernier, je l'ai fait venir à Abidjan, à Assini, lui et ma mère. Et puis j'ai profité du temps comme si j'étais un enfant. On a passé 2 semaines, 2 bonnes semaines, quelque part sur une plage. C'était bien, ça m'a permis de puiser. Mais ce n'était pas suffisant parce que les blessures étaient encore là. Je n'avais pas encore conscience des explications du docteur jusqu'à ce que je puisse écouter réellement jusqu'à quel point ça m'avait touché. Donc aujourd'hui, je pense que j'ai des mesures en main, j'ai des solutions en main. Je me sens beaucoup mieux. Contrairement à avant, j'apprends à faire confiance. Je vous le dis, je vous fais confiance sur le plateau. Nous aussi, on vous fait confiance pour tout ce que vous nous dites, là, d'autant plus que ça va aider plus d'un. Voilà, j'apprends à faire confiance et c'est nettement mieux. Toutes mes relations actuellement se portent mieux. J'ai une équipe de travail qui est formidable, qui me fait confiance, à qui je fais confiance. J'ai des parents à qui que j'appelle régulièrement, c'est-à-dire matin et soir. En fait, j'ai mis derrière moi toutes les choses qui ont bien pu arriver dans le passé. Donc voilà, finalement, on outrepasse la rancœur. Vous avez pardonné totalement à votre père? Déjà, il y a forcément des choses... Des résidus. Voilà, des résidus qui vous rappellent souvent. Mais chaque fois qu'il y a un pic, en tout cas, j'essaie d'aller au-delà. Voilà. Quand on s'appelle, ça va, oui, ça va. Il s'excuse, hein, je le dis. Hein. Il me le rappelle chaque fois. Hein, parce qu'il a fait des efforts. Je pense que ça m'a beaucoup aidé. Dernièrement, j'ai été en contact avec lui. Et il m'a dit non, c'est la fête des pères, j'aurais bien voulu être là pour que tu puisses m'offrir un cadeau, mais si tu étais papa, il dit plein de trucs qui créent de l'émotion et moi, ça me permet d'oublier beaucoup de choses. Voilà, je pense que je suis à une étape où je me sens bien. Alors, voilà. Docteur, la reconnaissance de la faute de l'autre est très importante. Ça facilite les choses. Mais il ne faut pas s'attendre toujours à ce que l'autre reconnaisse sa faute. Sinon, on peut rester encore insatisfait. Insatisfait. Il ne faut pas attendre ces choses-là de l'autre. Si ça vient, gloire à Dieu. Mais si ça ne vient pas, on fait avec. L'idéal, c'est de se faire un mental qui est tel que moi, je n'attends pas ça de lui. Je n'attends pas qu'il reconnaisse forcément sa faute. Je n'attends pas ça, pour ne pas être déçu une deuxième fois. Donc, comme je n'attends pas ça, moi, je lui trouve des excuses. Je me trouve à l'intérieur de moi-même des leviers sur lesquels je peux m'appuyer pour pouvoir aller vers lui. Parce que c'est lui le problème, en fait. Oui. Les différentes relations professionnelles, amoureuses, sociales, etc., ça, c'est des choses subsidiaires. En fait, la clé du problème se trouve là. Non, et donc, il faut que moi, j'aille vers lui. Et je n'ai pas besoin ici des leviers que peut me prêter quelqu'un, qui vient de l'extérieur, il faut trouver la force en soi. Il faut que moi, je trouve des leviers en moi. Qu'est-ce que je peux poser comme acte précis à mon niveau pour aller vers mon père? Mon père, par exemple, que je ne voyais pas, que je n'appelais pas du tout, je peux me dire, OK, pour me montrer que je suis en train d'aller vers lui, désormais, je vais l'appeler 1 fois par jour. C'est un exemple. Déjà, le faire, contrairement au passé où je ne le faisais pas, c'est un gros pas. Donc, il faut qu'on se donne des petits signes comme ça, évaluables. Il faut que nos objectifs dans ce sens-là soient des objectifs qui ont le caractère SMART, c'est-à-dire des objectifs spécifiques, mesurables, accessibles, réalistes, et puis qu'on inscrit dans le temps. Donc, il faut que je me dise, bon,
l'objectif général, je dois me réconcilier avec mon père. Comment je vais le faire? Il faut que je décompose ça en des objectifs spécifiques. Par exemple, l'appeler tous les jours, une fois au moins par jour. Par exemple, je m'impose d'aller lui rendre visite une fois dans le mois. Par exemple, je le fais venir chez moi une fois chaque trimestre. Par exemple, j'organise des choses, je participe désormais aux réunions de famille auxquelles je ne participais pas avant. Donc, je me donne des objectifs spécifiques comme ça. Et il faut que c'est un exemple, hein, je n'ai pas dit que ça c'est valable dans tous les cas, c'est juste un canevas. Donc, je me donne des petits signes que moi, je peux observer, je peux mesurer. Et donc, il faut que deuxièmement, quand j'ai fini de dresser ces objectifs-là, que j'aille résolument vers l'action. Donc, il faut que j'ai le courage, parce que souvent, ça peut arriver, je prends le téléphone, je compose le numéro, ça sonne et puis je raccroche. Parce que je n'ai pas la force d'aller jusqu'au bout. Donc, il faut qu'on se donne cette force-là d'aller jusqu'au bout. Et faire sur ce parcours SMART d'objectifs, il faut aussi déceler le postulat et surtout les profils des uns et des autres. Parce qu'on peut être en face d'un pervers narcissique invétéré qui ne laisse pas cours franchement au pardon et ça peut être difficile. Alors, vous, au sein de vos différentes familles et durant toute cette saison-là, qu'avez-vous pensé de tous les sujets que nous avons soumis au travers de nos différents coachs? La question vous a été soumise par Emmanuel Bonzo. Il faut dire que Matin Bonheur, c'est une émission que normalement chaque Ivoirien doit regarder. Parce qu'à travers le sujet, quand le coach parle, il voit que c'est une bonne émission. Ça nous donne quelques idées de la vie, surtout de l'actualité. Le docteur Zabi, j'entends parler de lui, et puis je le vois aussi souvent à la télé. Il y a des arguments très formidables. Voilà, pour soutenir l'émission. Je préfère que je sois de l'équipe de la saison prochaine. Concernant les coachs, moi j'ai plus apprécié le coach Zabi. Voilà, parce que j'ai bien aimé cette thématique sur la famille. Voilà, c'est lui que moi j'apprécie le plus, le coach Zabi. À mon humble avis, oui, on peut le relancer. Je pense que c'est une bonne émission par rapport aux coachs. Parce que les coachs nous permettent de mieux nous entretenir, voilà, de mieux vivre. Bon, dans la vie, il faut aussi des coachs. Eux sont ces coachs-là qui nous permettent d'avoir un comportement décent. Voilà, ces coachs-là nous permettent de nous corriger en fait. Voilà. Donc l'émission Matin Bonheur est une bonne émission. Bon, je pense qu'il faut donner la parole à tout un chacun de pouvoir mieux s'exprimer sur tous les domaines d'activité. Voilà, il ne faudrait pas que ça soit concentré sur un seul domaine ou bien deux domaines. Il faut diversifier un peu les domaines. Et voilà, c'était votre avis quant au sujet de famille distillé ici pour la matinale. Docteur Zabi, vous êtes plébiscité par nos différents téléspectateurs et c'est d'autant plus vrai que nous apprécions aussi également le travail que vous faites. On va jouer les mercatos pour tout le monde pour la saison prochaine. En tout cas, on sera toujours là pour vous à quelque niveau que ce soit. Alors, Monsieur Ziegou, quel serait votre mot à l'endroit de toutes ces personnes qui vivent un peu ce que vous avez vécu? Faites des efforts, allez-y à l'essentiel. Recherchez l'idéal, c'est pour votre bien. D'accord. Il faut être au cœur de sa propre vie. Hein. Et quant à vous, docteur Zabi, quels seraient voilà, les conseils de fin que vous donnerez à tous nos téléspectateurs pour ce sujet et puis en général, puisque c'est votre dernier pour la saison? L'architecte de votre vie, c'est vous-même. Personne d'autre. Alors ne laissez personne détruire votre vie. Ne laissez personne vous arracher votre sourire. Ne laissez personne vous descendre dans la poubelle. Vous avez le pouvoir en vous. Il suffit d'y croire et de poser l'acte qui vous pousse au sommet. Le sommet, c'est pour vous. Voilà, remerciements réitérés à tous ces coachs consultants qui se sont succédés sur le plateau de la matinale tous les mercredis pour vous apporter de leur savoir et vous solutionner vos différentes difficultés. En définitive, il faudrait savoir que nous sommes les seuls artisans de notre bonheur et de notre réussite. Ne laissons donc personne être une entrave à notre avancée. Je vous souhaite de passer une agréable journée. On se revoit vendredi en compagnie de mon amoureux du matin pour terminer en beauté cette saison.